Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire de Vets & Clinics, la plateforme en ligne d'Advance dédiée aux vétérinaires et auxiliaires vétérinaires. Je suis Quentin Garrigue, responsable de la communication technique et aujourd'hui pour ce webinaire nous allons parler d'obésité et pour cela j'ai le plaisir d'accueillir avec nous le docteur vétérinaire Maude Clavel. Bonjour Quentin. Bonjour Maude, merci d'être là. Merci à toi. Donc pour ceux qui ne la connaissent pas encore, Maude Clavel, elle a été diplômée de l'école vétérinaire de Lyon en 2007. Elle est titulaire d'un CES en diététique canine et féline depuis 2015. Elle est aussi consultante exclusive en nutrition et intervenante référente de l'hôpital vétérinaire Onlivet près de Lyon. Et enfin, elle est membre du conseil de la VAC de Rhône-Alpes. Tout à fait. Un très beau palmarès Merci Quentin. de formation. Et donc, comme je le disais, aujourd'hui, nous allons parler de l'obésité, principalement chez le chien. Et donc, je commence directement avec ma première question pour toi, Maude. Oui. En fait, pour débuter, quels sont en gros les facteurs de risque principaux de l'obésité chez le chien ? Alors, les facteurs de risque sont nombreux, chez le chien d'ailleurs comme chez le chat, et on aura l'occasion d'en rediscuter, des facteurs de risque qui sont relativement similaires. Le premier facteur de risque, ça reste un facteur de prédisposition raciale. On sait bien que certaines races de chiens vont être prédisposées de manière génétique à développer ou être plus sensibles à développer un surpoids et une obésité. Dans ces races de chiens bien connues, on retrouvera bien sûr l'ensemble des labradors, des retrievers, du golden retriever également, mais aussi le cavalier King Charles, les beagles, qui peuvent présenter effectivement une obésité héréditaire. Donc c'est très important dès l'instant où nos propriétaires viennent en consultation avec ces jeunes chiots, de pouvoir sensibiliser le propriétaire dès le plus jeune âge, avant même qu'un surpoids se soit développé, justement pour anticiper et déjà donner ces conseils que l'on reverra plus tard. Deuxième élément clé, bien évidemment, c'est l'alimentation et cette alimentation qui pourrait être déséquilibrée dans les apports énergétiques. Alors, ce qui est important aussi de bien noter, c'est que quand on va parler alimentation et ingéré énergétique trop important, c'est toujours pareil par rapport à la dépense énergétique de l'animal, on fait souvent référence au repas et à l'alimentation qui compose les repas, mais on n'oubliera pas non plus tous les à côté que l'on va pouvoir donner. Et aujourd'hui, on sait que chez le chien, on a un chien sur deux qui va manger des friandises, alors de une à plusieurs, et qui là encore vont être un ingéré énergétique supplémentaire. Donc vraiment cette partie nutrition, elle tient compte à la fois du repas et puis de tous les à côté que l'on peut avoir, qu'on développera tout à l'heure. Troisième cause, ce sont des causes médicales. Et effectivement, malheureusement, le premier pilier, ça reste la stérilisation, où on sait qu'après l'acte chirurgical, un surpoids peut se développer en l'absence de mesures hygiéniques et diététiques qui permettraient de prévenir ce surpoids. D'autres pathologies, comme l'arthrose par exemple, qui vont être débilitantes parce que douloureuses, vont limiter les mouvements de l'animal et donc votre chien va avoir tendance à moins perdre du poids puisqu'il a une locomotion qui va être limitée par cette maladie inflammatoire douloureuse. On va avoir également certains traitements, en particulier des traitements anti-épileptiques dont on sait qu'ils vont diminuer le degré de vigilance chez le chien et là encore, avoir une dépense énergétique moins importante et à alimentation égale, l'animal va pouvoir développer du surpoids. On va également avoir des maladies endocriniennes comme l'hypothyroïdie ou l'hypercorticisme qui là encore par modification du métabolisme va prédisposer au surpoids chez le chien. Et puis, dernière cause, c'est une cause environnementale ou mode de vie de notre animal. On sait aujourd'hui que nos carnivores domestiques, que ce soit le chien ou le chat, sont relativement sédentaires. Et donc cette sédentarité qui suit la courbe d'évolution chez l'homme prédispose là encore les chiens à développer un surpoids, voire à une obésité. Donc, ça nous fait quand même pas mal de facteurs dont il va falloir bien avoir conscience pour pouvoir apporter une réponse à chacun de ces facteurs pour effectivement prévenir le surpoids chez ces chiens. Le surpoids, il va falloir, une fois qu'on l'a identifié, alors en tant que personnel soignant, que ce soit les vétérinaires ou les auxiliaires vétérinaires, on va le revoir bien sûr ensemble, comment on l'identifie et comment on va pouvoir sensibiliser le propriétaire justement au développement ou à la présence d'un surpoids chez son chien. Alors on a différents outils à disposition.
développera par la suite, qui vont permettre effectivement de sensibiliser le propriétaire sur finalement qu'est-ce que c'est, comment on repère que son animal est en surpoids. Alors bien évidemment, l'évaluation nutritionnelle va être le pilier de cette consultation de nutrition quand on va parler surpoids et obésité. Et on va avoir tout un tas d'outils qui vont permettre effectivement d'expliquer au propriétaire où se situe cette quantité de masse graisseuse présente de manière anormale et en trop grande quantité sur le physique de son animal. Donc, tous ces outils vont vous permettre facilement d'aborder cette thématique du surpoids et de l'obésité chez le propriétaire, dont je sais que c'est toujours une problématique pour l'équipe soignante d'aller parler et de mettre en avant cette pathologie, parce que c'est toujours un sujet un peu plus délicat, ou qu'on estime être un petit peu plus délicat chez le chien. Quand on aura fait prendre conscience au propriétaire de la présence de ce surpoids ou de cette obésité chez son animal de compagnie, il va falloir par la suite identifier différents profils de propriétaires. Bien sûr, le propriétaire qui n'est pas conscient, on ne pourra pas l'emmener dans un plan d'amaigrissement qui permettra effectivement de prendre en charge le surpoids ou l'obésité de son chien. Dès l'instant, par l'intermédiaire de l'évaluation donc nutritionnelle et de ces différents outils, dont on va impliquer le propriétaire dans la palpation de son animal, de faire prendre conscience que son animal est en surpoids. On va donc avoir après différents profils de propriétaires qui sont donc maintenant conscients que son animal est en surpoids et plus ou moins motivés. Alors, le meilleur des cas de figure, ça reste le propriétaire conscient et motivé pour se lancer dans un protocole d'amaigrissement en vue de faire perdre le surpoids de son chien. Alors ça, c'est extrêmement facile, vous allez me dire, effectivement, ils sont peut-être un petit peu moins nombreux, mais il y en a qui ont vraiment envie parce qu'ils ont repéré ces conséquences délétères du surpoids chez le chien qui vont se manifester soit par un animal qui a moins d'entrain, éventuellement des troubles respiratoires, une boiterie. C'est assez rarement une problématique physique chez les chiens, mais plutôt des motifs d'appel et de ces comorbidités qui vont diminuer la qualité de vie de leur chien. Et en ce sens, le propriétaire a envie d'apporter une solution et a bien conscience que ce surpoids fait partie intégrante ou partiellement de ces comorbidités qu'il a vu apparaître avec le temps. Alors ça, c'est le cas typique du propriétaire qui vient en disant « écoutez, je veux bien que mon chien prenne des kilos chaque année. Avant, on pouvait faire du sport ensemble. Et puis maintenant, il veut faire demi-tour. Je le traîne au bout de la laisse. Éventuellement, il boite. Donc là, on est effectivement face à un propriétaire qui a envie. Et donc là, j'aurais tendance à dire que le succès de notre protocole d'amaigrissement a toutes les chances d'être au rendez-vous. Malheureusement, ils ne sont pas tous comme ça. Donc on va avoir des propriétaires qui vont être conscients et qui vont vous dire à l'issue de l'évaluation nutritionnelle, je suis d'accord avec vous docteur, finalement quand je palpe mon animal, je vois bien qu'il a une note d'état corporel qui est supérieure à celle de son poids idéal, mais je ne suis pas très motivée. Alors, pour plusieurs raisons qui leur sont propres, ça peut être on a déjà tout essayé, ça n'a pas fonctionné. Ça peut être des propriétaires qui ne sont pas conscients effectivement de ces comorbidités parce que finalement eux-mêmes sont sédentaires, donc s'ils ne font pas de la course à pied avec leur petit chihuahua obèse, ils ne se rendent pas compte que le chien a des difficultés respiratoires et pas enclin à bouger. Ils peuvent ne pas être motivés pour des histoires financières ou des histoires purement de conviction. Moi j'ai eu des clients qui m'ont dit je vois bien qu'ils sont en surpoids, mais moi je les aime comme ça, je sais que c'est délétère pour sa santé, mais je n'ai pas forcément envie de faire grand-chose. Ça, c'est très important et c'est difficile, je le sais ô combien pour l'équipe soignante, d'accepter ça en se disant on voit qu'il est malade, on aimerait apporter tout notre soutien et nos compétences pour aider effectivement notre patient et on a un peu un blocage du propriétaire. Mais c'est aussi quelque chose qu'il faut pouvoir accepter. Il n'empêche que c'est de notre rôle en tant que personnel soignant d'aller aussi insister de manière judicieuse et bien placée, justement pour sensibiliser un petit peu ces propriétaires en disant vous savez, vous avez un petit cavalier King Charles qui est en surpoids ou obèse, et on sait que les cavaliers King Charles peuvent développer avec le temps des cardiopathies, et donc on sait que l'obésité, bien évidemment, va être un facteur négatif sur le développement de ces cardiopathies. Donc essayez d'aller trouver un petit chemin pour faire passer le message. Il arrive assez régulièrement d'ailleurs que ce message paraît ne pas passer. Alors, je vous invite vraiment à bien noter sur le carnet de santé et sur l'ordonnance votre conclusion de votre examen clinique. C'est notre rôle de praticien, d'informer, d'alerter, sans forcément trop insister. Et puis parfois, la prise de conscience, elle a lieu bien plus tard, ou au fil des années où on répète un petit peu.
comme c'est une pathologie qui ne passe pas toute seule, en général, vous avez de grandes chances qu'au rappel, la consultation vaccinale l'année prochaine, l'animal soit toujours en surpoids, voire même encore un petit peu plus. Et donc, ça me semble indispensable de notre responsabilité de le noter, de le justifier auprès du propriétaire, et puis ensuite, c'est lui qui a effectivement les cartes en main pour décider d'agir. Insister aussi sur effectivement la diminution de la qualité de vie et donc de l'espérance de vie sur cette pathologie qu'est l'obésité. Alors, l'important de lui faire perdre du poids, c'est de diminuer ses comorbidités, d'améliorer sa qualité de vie et d'améliorer bien évidemment son espérance de vie. Alors, on a assez peu d'études scientifiques, on n'en a qu'une qui date depuis quelques années maintenant, qui a le mérite d'exister. Je vous encourage à ne pas forcément donner des valeurs chiffrées, mais à insister effectivement sur la diminution de l'espérance de vie par le développement des comorbidités qui vont être à adapter et à justifier en fonction de la race de l'animal. Vous avez un animal de grande race, on va plutôt insister, on en parlera tout à l'heure, sur des comorbidités de type arthrose associées assez souvent au surpoids de l'animal. Et donc, cette prise de conscience, elle est importante, vraiment d'insister ou de mettre en relation, si ce n'est pas simple pour le propriétaire, effectivement, quelles sont les conséquences possibles de cette obésité. Alors, on en a bien sûr toute une liste exhaustive. L'idée, c'est pas forcément d'aller leur expliquer tous les cas de figure. C'est pas la peine d'insister sur l'impact de l'obésité sur des cardiomyopathies sur une race de chien qui n'en développe pas forcément. Ce qui est sûr, c'est que pour tout à chacun, et on peut être amené effectivement à endormir l'animal pour une prise en charge chirurgicale, quelle qu'elle soit, et là encore, même si c'est simplement un détartrage, on sait ô combien cette obésité va nécessiter l'utilisation de manière plus importante de doses d'anesthésie qui ont effectivement un effet délétère sur l'organisme. Donc on a effectivement tout un tas de conséquences. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a rien de positif à être en surpoids ou à être obèse. Et cette prise de conscience que c'est une maladie, elle est importante pour les propriétaires, puis c'est vraiment important pour l'équipe soignante d'en avoir aussi la conviction. On a tout un tas de profils de propriétaires qui vont être différents et de bien les comprendre dans leurs problématiques quand on se dit, tiens, ils ne sont pas motivés. Pourquoi ils ne sont pas motivés ? Ils peuvent avoir des problématiques familiales, professionnelles, qui les rendent moins disponibles. Dire, pour faire maigrir votre chien, il faut bouger plus, ça c'est bien quand on a la possibilité de faire bouger plus son chien. Des problématiques éventuellement financières, des convictions personnelles, culturelles, qui sont à prendre en compte pour pouvoir proposer effectivement un plan d'amaigrissement qui soit adapté à ces contraintes-là. Si vous avez une personne âgée, ce n'est pas toujours facile pour elle, si elle n'est pas très mobile, d'aller faire courir son chien. Et donc là encore, d'aller proposer des solutions, alors qui pourraient paraître des fois un peu farfelues ou un peu au-delà de la médecine vétérinaire, mais qui me semblent indispensables finalement pour que l'observance de notre traitement perte de poids aille jusqu'au bout, c'est d'aller aussi comprendre les problématiques, les envies du propriétaire et pouvoir, nous, en tant que personnel soignant, proposer là où les solutions les plus adaptées. Donc une personne âgée qui ne pourrait pas se déplacer, qui vivrait en appartement, pourquoi pas proposer du pet sitting, que les petits-enfants sortent le chien, que le voisin de palier qui a également un chien profite des balades communes et sorte le chien. Et tout ça, ça va garantir effectivement le succès de la perte de poids. Donc bien comprendre et bien cerner son propriétaire, ça me semble indispensable. Et en ce sens aussi, bien sûr que notre job, c'est d'aller poser le diagnostic et de proposer une prise en charge. Mais pensez bien que si sur les 100 chiens obèses ou en surpoids que vous voyez, si vous proposez sur ces 100 patients une prise en charge du surpoids alors que finalement on n'avait que 20% de propriétaires motivés, vous vous retrouvez avec du coup un succès potentiel de 20%. Si vous ciblez bien ces 20 propriétaires qui étaient motivés, et bien du coup vous vous retrouvez avec une statistique de 100% qui est aussi du coup beaucoup plus motivante pour l'équipe soignante, puisque je propose une prise en charge sur des gens qui sont OK sur cette prise en charge et motivés, et donc du coup on améliore grandement le succès, puisque effectivement il y a plein de causes d'échec, et quand le propriétaire n'est pas motivé, on va pouvoir lister de nombreuses causes d'échec, parce qu'il trouvera toujours quelque chose à dire, tant sur l'aliment, sur le coût, sur la difficulté de cette prise en charge, puisqu'on part sur un traitement qui est toujours sur une durée relativement longue, dont il va falloir garder la motivation sur le long terme, et ça, c'est pas toujours facile.
On peut toujours utiliser cet argument financier de se dire aussi qu'un animal qui est obèse va présenter donc ces différentes comorbidités qui vont pouvoir justifier de nouvelles consultations chez le vétérinaire qui vont avoir un coût. Donc quand mon animal est à son poids idéal, il a beaucoup plus de chances d'être et de rester en bonne santé versus un animal qui va présenter une pathologie de type obésité et qui aura d'autres pathologies et d'autres comorbidités qui vont engendrer un coût important pour le propriétaire. C'est vraiment très important cette étape psychologique du propriétaire, savoir dans quel état il est au moment de la consultation. Et on a vraiment ces différentes étapes d'acceptation de la problématique, d'acceptation de la prise en charge, de la mise en œuvre du problème. Et puis face à éventuellement des échecs, eh bien, cette motivation pour reprendre effectivement ce long parcours qu'est la perte de poids chez le chien. Du coup, un élément important dans la prise en charge de l'obésité chez le chien, c'est de définir ses besoins nutritionnels et donc d'être capable de faire une évaluation nutritionnelle. Toi, comment tu recommanderais au vétérinaire de faire cette évaluation du coup ? Alors, on a différentes techniques, j'aurais tendance à dire, qu'il va falloir suivre. La définition du surpoids et de l'obésité se fait par la présence d'une masse graisseuse supplémentaire par rapport à la masse graisseuse physiologique. Le surpoids se définit donc comme la présence de masse graisseuse de 10 à 20% supérieure et on définira l'obésité comme étant la présence de plus de 20% de masse graisseuse par rapport à la physiologie. Lors de chacune des consultations, vous allez être amené à réaliser une évaluation nutritionnelle. Une évaluation nutritionnelle, c'est le 5e amendement de la WSAVA, qui est donc une obligation, au même titre que prendre la température, réaliser une auscultation cardio-respiratoire ou une palpation abdominale. Donc c'est très important. Et cette évaluation nutritionnelle, elle se réalise en 3 points. Le premier, connu de toutes et tous, eh bien, c'est la pesée, très importante, bien évidemment, qui va nous servir en nutrition et pour les différentes posologies, de mise en place de traitements médicaux, par exemple. Le deuxième point, c'est l'évaluation de la masse graisseuse, le Body Score Condition ou la note d'état corporel en fonction. Et le troisième point, qu'on oublie trop souvent, qui est assez souvent méconnu, c'est l'évaluation de la masse maigre. Puisque ce qui nous intéresse dans la perte de poids, c'est d'aller effectivement perdre cette masse graisseuse qui est présente de manière inadaptée, sans aller impacter la masse musculaire de notre patient. L'objectif de cette évaluation nutritionnelle, c'est avant tout, et tu l'as dit Quentin, déterminer le poids idéal de l'animal qui va nous permettre, à partir de ce poids idéal, de calculer les besoins énergétiques et les besoins énergétiques d'entretien de notre patient. À partir de ces échelles très connues, en 9 points, on va pouvoir, là encore, sensibiliser le propriétaire et l'impliquer dans cette évaluation nutritionnelle pour se rendre compte, à partir de la palpation de son animal, eh bien, un petit peu où est-ce qu'il se situe. Donc on va palper l'animal en positionnant ses mains sur le thorax. L'idée, c'est vraiment de sentir les côtes affleurer sous la peau, d'aller observer en vue du dessus si on a une ligne délimitée, donc entre les dernières vertèbres thoraciques et le bassin. Alors c'est toujours à adapter en fonction de la morphologie et de la race du chien, bien évidemment. Et vue de profil, si on a un creux du flanc levretté ou si au contraire on a un abdomen distendu. À partir de ces critères morphologiques, on va donc déterminer une note d'état corporel. Si on a décidé, en accord avec le propriétaire, de mettre une note de 9 sur 9, eh bien cela signifie que l'animal présente 40% de masse graisseuse en trop. Le poids idéal est à 5 sur 9. Chaque fois que la note augmente d'1 point, cela signifie que l'animal présente 10% de masse graisseuse. Alors ça reste une évaluation clinique, qui n'est pas une évaluation, qui reste une évaluation somme toute un petit peu subjective. L'idée, c'est pas tellement d'avoir un pourcentage exact de masse graisseuse en trop, qu'on pourrait avoir avec un outil de type DEXA par exemple. L'idée, c'est vraiment d'aller extrapoler ce poids idéal pour faire nos premiers calculs. Et on aura l'occasion d'en rediscuter. L'important, c'est vraiment le suivi en nutrition, puisque cette valeur, finalement, elle peut être un petit peu trop excessive. Donc, l'idée, c'est de se dire, quand l'animal arrive au poids idéal calculé, on refait l'évaluation nutritionnelle et puis on s'assure qu'il est bien, effectivement, en regard de ce poids, une note de 5 sur 9. Et parfois, ça arrive, ce qui peut être des fois un petit peu démotivant pour le propriétaire, de se rendre compte qu'on est toujours à une note de 6 sur 9 et que, finalement, le poids idéal est encore en dessous. Ce poids idéal, donc, on va l'évaluer à partir de cette note d'état corporel.
On peut également utiliser, si c'est un patient que vous suivez depuis toujours, eh bien son poids à la fin de la croissance avant une éventuelle stérilisation, ou éventuellement utiliser, si c'est un patient que vous ne connaissez pas depuis de nombreuses années, eh bien les intervalles de référence de poids des races. Alors cette problématique, elle est souvent, l'intervalle est quand même relativement large, ne prend pas toujours en compte le poids des mâles ou le poids des femelles, et puis le gabarit, parce que parfois vous pouvez avoir des labradors par exemple qui n'ont pas tout à fait la même taille au garrot, donc finalement cet intervalle de poids, il est un petit peu faussé. Ce qui est sûr, si on reprend le cas du labrador, les intervalles de race, de poids des races ne donnent jamais 45 kg, donc là on peut être d'accord que sur des excès de poids très, très importants, eh bien, on est sûr, tout le monde est d'accord pour dire que l'animal est en surpoids ou obèse. Donc, on utilisera, à partir de cette note d'état corporel, un petit calcul mathématique, une traditionnelle règle de 3. Dans ce cas présent, on a mis avec le propriétaire une note de 8 sur 9 pour un poids aujourd'hui de 20 kg. Donc aujourd'hui, l'animal présente 30% de masse graisseuse en trop. Donc aujourd'hui, 20 kg, ça représente 130% de son poids idéal. Donc je divise le poids d'aujourd'hui, ce 20 kg par 1,3. Et j'ai à peu près un poids idéal ici à 15 kg et 400 grammes. On peut arrondir à 15 kg, ce sera suffisant. Donc ça vous permet effectivement d'avoir une cible de poids à indiquer au propriétaire. Une fois que j'ai le poids idéal, eh bien, grâce aux formules qui restent des formules mathématiques de calcul du besoin énergétique chez le chien, on va pouvoir calculer ce besoin énergétique et on ajoutera nos différents coefficients pour moduler ce besoin énergétique sur ce besoin énergétique d'entretien. Globalement, quand notre animal est en surpoids ou obèse, en général, il cumule et un facteur racial, et un facteur de stérilisation, un facteur de sédentarité et un coefficient 4 de pathologie de l'obésité. On a l'habitude d'utiliser un coefficient global de 0,5, c'est-à-dire que quand mon animal est en surpoids, je divise par 2 son besoin énergétique pour obtenir ce besoin énergétique d'entretien. Donc là, vous allez me dire, effectivement, c'est assez drastique comme réduction énergétique. L'idée, c'est de ne pas y aller par palier. Donc on a le poids idéal, qui peut être un palier quelque part si on l'a mal évalué, mais le besoin, c'est toujours le besoin du poids idéal divisé par 2. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment très important. Dernier point, là, ça va être pour apporter dans ma ration la bonne quantité de protéines pour que l'animal ne puisse pas, dans ses ressources, qui n'en sont pas d'ailleurs, à savoir ses protéines musculaires, qui ne les utilisent pas comme source d'énergie, par exemple par le biais de la néoglucogénèse, l'alimentation de régime va devoir tenir une quantité suffisante de protéines pour que l'animal ne puisse pas dans ses réserves pour absorber et utiliser les protéines nécessaires. Cette évaluation de la masse maigre, elle se fait sur 4 points, là encore morphologiques. Donc les fosses temporales, premier point, l'épine scapulaire, la charnière thoracolombaire et la zone fémorale. Et l'idée, c'est d'aller effectivement repérer sur ces 4 endroits si j'ai déjà une dénutrition protéique ou pas. Et ce sera dans le suivi du protocole d'amaigrissement, quelque chose à suivre sur le long terme. Du coup, une fois que l'évaluation nutritionnelle a été faite et que certains éléments ont été mis en évidence, quels sont les principaux axes de prise en charge que tu recommandes ? Alors chez le chien, c'est relativement simple. Dans la prise en charge du surpoids et de l'obésité, on va être vraiment sur ce déséquilibre où on va diminuer l'ingéré alimentaire, donc j'ai l'ingéré énergétique au sens large, et augmenter la dépense énergétique. Quand on parle de diminuer l'ingéré énergétique, on vient de le voir, c'est diviser par 2 ce besoin énergétique, sans forcément aller impacter de trop le volume de la ration. On va donc choisir, pour ce qui est des repas, un aliment hypocalorique, bien évidemment, qu'un aliment hypocalorique, c'est un aliment qui est pauvre en lipides et pauvre en glucides. Pauvre en lipides, tout en conservant une quantité et un apport suffisant en acides gras essentiels, dont le chien a besoin tous les jours de sources alimentaires. Diminuer donc également cette quantité de glucides qui reste un nutriment non essentiel chez le chien et qui n'a pour vocation que d'apporter de l'énergie. Donc là, on recherche à avoir moins d'énergie, bien évidemment. On va chercher un aliment qui va être plutôt riche en protéines, en quantité, mais c'est toujours la question également en qualité, avant tout, qui va permettre à l'animal de maintenir sa masse maigre tout au long de la phase de perte de poids, puisque ce qu'on cherche vraiment spécifiquement, c'est qu'il ne perde que sa masse graisseuse.
On va aller chercher, là encore, un aliment qui va être riche en fibres. L'avantage d'un aliment riche en fibres, c'est un aliment qui va être moins bien digestible, donc qui va limiter finalement l'absorption des nutriments au niveau digestif, et donc on va espérer limiter un petit peu cet apport énergétique. La conséquence, c'est qu'éventuellement, le volume des selles va être un peu plus conséquent, et donc là, il faudra bien penser à prévenir le propriétaire. On va avoir deux types de fibres, des fibres solubles qui vont permettre d'améliorer la satiété en captant l'eau du bol alimentaire, et donc ces fibres insolubles qui vont permettre d'accélérer un petit peu le transit digestif. Une fois qu'on aura donc choisi l'aliment, qu'on a notre besoin énergétique, et là encore, simplement avec une règle de 3, ça va nous permettre de déterminer le volume de la ration. Une fois qu'on aura le volume de cette ration, ça va être important de prendre un petit peu de recul et de se dire est-ce que ça va être suffisant d'un point de vue volume par rapport à ce que mangeait l'animal avant. Assez souvent, on l'a vu tout à l'heure, dans les facteurs prédisposants, on va avoir une alimentation qui n'est pas adaptée. Alors ça peut être l'aliment qui n'est pas adapté, et puis assez souvent la quantité ou la non-maîtrise de la quantité distribuée. Donc si au cours de l'enquête alimentaire, au moment de votre consultation, vous avez posé la question de ce que mangeait l'animal, quelle quantité, si le propriétaire est capable de vous le dire, ça va vous permettre d'ajuster. Si vous disiez mon chien mange jusque-là 800 grammes de croquettes, qu'en faisant votre calcul, vous obtenez 250 grammes, il risque d'y avoir une problématique. Alors, pour le chien, qui va voir effectivement drastiquement sa ration diminuer, et puis psychologiquement pour le propriétaire, qui va se dire il est au régime, alors, toujours, le régime est égal restriction, comme en humaine, se dire oulala, il ne va plus rien manger. Donc rassurer le propriétaire, là encore, sur la quantité d'aliments, elle est importante. Si la quantité que vous avez à distribuer paraît trop faible en volume, ça sera peut-être l'occasion, chez le chien comme chez le chat, d'aller utiliser une quantité d'aliments humides beaucoup moins calorique à volume égal et qui permettra de distribuer une plus grande quantité d'aliments. Ça reste très important. Et de donner également, par rapport à cette ration alimentaire, tous les conseils de rationnement, que ce soit le nombre de repas par jour. Quand on a une faible quantité d'aliments, il peut être pas très intéressant d'aller trop fragmenter les repas parce que finalement l'animal n'arrivera pas à satiété à chacun de ses repas et on aura toujours du coup la sensation qu'il a faim, il va quémander et là ça demande une résistance psychologique pour le propriétaire de ne pas céder au quémandage. Donc là encore c'est toujours un va-et-vient et une adhésion du propriétaire à ce protocole de se dire voilà, si je dois lui distribuer que 250 grammes, est-ce que rester sur 2 repas c'est suffisant ou finalement est-ce qu'on ne fait pas qu'un seul gros repas qui permet à l'animal d'arriver à satiété et donc d'avoir moins de chances qu'il y ait du quémandage et donc de la distribution de friandises derrière. Utiliser là encore des outils de pesée pour que ce soit simple visuellement. L'outil, malheureusement, parfois des gobelets, surtout dans cette problématique médicale, est à prohiber. Moi, je préfère l'utilisation d'outils qui vont mesurer de manière assez précise. Et puis de rendre un propriétaire ou quelqu'un à la maison responsable de l'alimentation pour qu'il ne puisse pas y avoir de double distribution. Par exemple, les week-ends, quand chacun se lève à son tour et que le labrador fait croire qu'il n'a jamais mangé, ça peut être, là encore, on le reverra, une source d'échec parce que l'animal finalement a plus d'aliments que ce qu'il devrait. On va changer d'alimentation. Alors c'est vrai que le chien en surpoids ou obèse, c'est un chien gourmand qui mange à peu près tout et n'importe quoi. Donc on a assez peu de risques d'inappétence sur l'aliment que vous allez avoir choisi. Mais il peut être intéressant, surtout quand on a choisi un aliment riche en fibres, de proposer toutefois une transition alimentaire un peu longue pour que bien sûr le tube digestif de l'animal s'adapte et que le propriétaire s'adapte aussi à cette nouvelle ration. Donc on utilisera un protocole de transition alimentaire qui permettra sur quelques jours effectivement de changer l'alimentation. Le deuxième point, après avoir joué sur l'ingéré énergétique, c'est d'aller augmenter cette dépense énergétique et de bouger plus. Avant de se dire on va bouger plus, c'est important d'aller questionner le propriétaire sur comment il bouge déjà aujourd'hui. Alors, c'est assez rare, même si ça arrive que les propriétaires puissent vous dire moi mon chien ne bouge plus du tout. Vous prenez effectivement le profil du chihuahua en surpoids. On se doute que ce n'est pas un chien sportif, mais si vous prenez le berger australien avec un super harnais de chien de sport, on pourrait imaginer que le chien soit sportif et des fois pas tant que ça. Donc petit conseil que je peux vous donner parce que je l'utilise. J'utilise des traceurs d'activité qui nous permettent d'avoir de manière là pour le coup très objective, en objet connecté, la dépense énergétique du chien finalement au début du régime.
Alors là, c'est très intéressant parce qu'on se rend compte que le propriétaire, le premier, se rend compte de l'inactivité, de la sédentarité très marquée de son chien. Sans avoir besoin d'apporter un jugement. Donc ça va nous permettre d'avoir un peu l'élément clé du départ et d'aller augmenter cette dépense énergétique. Aujourd'hui, on n'a pas d'études scientifiques qui nous disent et qui nous donnent un protocole précis de l'augmentation. Donc l'idée, c'est de se dire, on va augmenter la dépense énergétique au fur et à mesure des aptitudes et des possibilités pour le propriétaire et puis des aptitudes physiques, effectivement, pour le chien. Un chien de petit gabarit, on ne fera pas faire du vélo à un chihuahua. Versus, ça sera peut-être plus facile d'aller courir ou faire du vélo sur un gros chien. Et donc là encore, d'aller trouver des trucs et astuces à donner au propriétaire, des conseils hygiéniques pour faire bouger plus son chien, que ce soit sur l'aspect sport ou sur l'aspect jeu. Et pourquoi pas là aussi de leur proposer effectivement différentes activités en extérieur. Alors on parlait tout à l'heure du profil du propriétaire. Si c'est une jeune famille avec des enfants en bas âge et une poussette, c'est l'occasion peut-être d'aller trouver des balades où on peut promener et les enfants et le chien. Si on est à proximité d'un cours d'eau, d'un lac, et qu'on n'a pas un bulldog français, on peut aller effectivement le faire nager, pourquoi pas. Donc c'est l'occasion effectivement de découvrir pour le propriétaire aussi des moments de plaisir à partager avec son chien qui auraient la double vertu de faire bouger plus le chien et aussi le propriétaire. Donc voilà, ça peut être quelque chose d'assez intéressant. J'ai des propriétaires qui après, on donne quelques idées et puis eux-mêmes vont aller dans leurs habitudes de vie trouver d'autres idées. Donc, j'ai des propriétaires qui jouaient à saute-mouton avec leur chien. Donc, voilà, je ne vais pas forcément proposer la solution, mais ils sont gages de plein de solutions. Ça peut être aussi, s'ils habitent en appartement, de prendre plutôt les escaliers que l'ascenseur, etc. Toutes ces petites choses qui vont permettre, là encore, aux chiens de bouger plus qu'avant. Très bien, très intéressant. Et du coup, on le sait, le surpoids et l'obésité peuvent entraîner des problèmes de santé chez l'animal, voire de la comorbidité dans les cas les plus importants. Globalement, quel est l'impact du surpoids sur l'animal et sa santé ? Alors, il est nombreux, on l'a vu tout à l'heure, sur les conséquences du surpoids. J'aimerais bien qu'on puisse insister sur une problématique que l'on rencontre de plus en plus, parce que aussi nos animaux de compagnie vivent plus vieux, plus longtemps, et en particulier chez le chien et chez le chien de grande race, on va avoir comme comorbidité très connue l'arthrose qui se développe avec le temps, qui peut préexister également jeune, mais prenons le cas de l'animal senior, avec effectivement cette problématique, cette pathologie qui va être inflammatoire, tout comme la pathologie obésité, qui est une maladie inflammatoire chronique. Donc vraiment, elles se répondent l'une et l'autre. Et sur effectivement cette inflammation, on va aller chercher une prise en charge médicale, nutritionnelle ou de rééducation fonctionnelle. Cette inflammation dans le cercle vicieux de l'arthrose, elle va entraîner une douleur. Et là encore, cette douleur, elle va limiter et bien sûr la locomotion de notre animal. Donc l'animal va être douloureux et donc moins enclin effectivement à bouger. Donc là encore, ici, on aura la nécessité de prendre en charge cette douleur pour remettre en mouvement notre chien. Ce manque d'exercice va entraîner une perte de masse musculaire squelettique. Quand le muscle travaille moins, le volume musculaire diminue. Donc là encore, on va remettre en mouvement le chien par des méthodes de rééducation fonctionnelle. Parce que qui dit un chien qui bouge moins dit fonte musculaire, diminution de l'amplitude articulaire. Et donc là encore, on aura d'un point de vue nutritionnel un besoin d'apporter des protéines en quantité et en qualité. Alors attention sur l'utilisation de ces aliments vus préalablement hyper protéinés sur un animal âgé dont il faudra s'assurer que la fonction rénale soit suffisamment bonne pour maintenir un aliment hyper protéiné. Et puis, quand l'animal bouge moins, qu'est-ce qu'il fait à alimentation égale ? Il va prendre du poids et cette prise de poids va rendre, là encore, la prise en charge globale délétère parce que l'utilisation de différentes molécules, tant sur l'inflammation que sur la douleur, vont agir spécifiquement sur ce point-là, mais sur cette contrainte mécanique et ce surpoids porté par les articulations, là, on n'a pas de médicaments qui vont pouvoir soulager ça. Donc si on veut vraiment prendre un cercle vertueux, la prise en charge du surpoids chez le chien arthrosique est vraiment indispensable de manière concomitante avec les autres prises en charge médicales ou de rééducation fonctionnelle.
Donc c'est vraiment la pierre angulaire qui va permettre, en prenant en charge le surpoids, de remettre en mouvement le chien et de diminuer la douleur, la part de la douleur de l'obésité, effectivement, sur cette pathologie complexe qu'est l'arthrose. Au final, pour bien suivre, pour bien permettre l'amaigrissement de l'animal, quel serait le programme que tu recommanderais? Alors, l'idée en nutrition toujours, et bien sûr sur cette pathologie qui va être longue dans la prise en charge, c'est effectivement de donner des rendez-vous réguliers aux propriétaires pour effectivement le maintenir dans le soin, se rendre compte des différents échecs, continuer de motiver et de coacher ce propriétaire à qui on demande de faire beaucoup d'efforts. On lui a fait changer l'alimentation, il doit faire face à un animal qui peut éventuellement quémander. On lui demande de faire du sport, aux chiens, mais aussi aux propriétaires, de se dégager du temps. Donc il peut y avoir des moments un petit peu plus difficiles pour eux, la période des vacances, la période où ils reçoivent du monde, Noël, éventuellement des nouvelles problématiques pour eux, la perte d'un emploi, des problèmes de santé pour eux aussi. Ils se sont fait les croisés en allant courir avec leur chien, 3 mois d'immobilisation pour le propriétaire. Ça risque d'être 3 mois d'immobilisation aussi pour le chien, sans doute. Donc ça permet effectivement d'être toujours au courant de leurs problématiques et d'aller, là encore, trouver d'autres solutions face à leurs incapacités de suivre ce programme d'amaigrissement. Donc globalement, comment ça se passe? On a une première consultation, un J0, où on a fait le diagnostic de l'obésité. On a décidé en accord avec le propriétaire motivé, adhérent à ce programme d'amaigrissement, de partir. Donc à l'issue de cette consultation, on a évalué les besoins nutritionnels, on a proposé un aliment qui permettra de prendre en charge ce surpoids. Et puis on se donne rendez-vous, effectivement, quelques jours après, pour suivre l'appétence de ce changement alimentaire. Là encore, on l'a dit tout à l'heure, un animal en surpoids, c'est toujours un animal gourmand. Donc, le plus souvent, on n'a pas de problématique face à notre patient. Mais on peut avoir des problématiques face au propriétaire, peut-être parce qu'il était encore un peu réticent ou pas tout à fait motivé. On a un peu forcé la main et il va vous dire « il ne les aime pas, ces croquettes, c'est compliqué, elles peuvent être plus volumineuses d'un point de vue sel, effectivement, on l'a vu, parce que c'est un aliment qui peut être riche en fibres, ça va modifier le score fécal. » Vous savez, des propriétaires qui vivent en ville et qui vont ramasser les crottes sur le trottoir, ça peut être important pour eux d'avoir été bien alertés en amont qu'il puisse y avoir une modification de la texture des selles. Donc toujours un propriétaire alerté est un propriétaire qui prendra toujours mieux les effets secondaires de ce nouveau régime. Donc vraiment s'alerter et s'inquiéter du suivi de cette appétence, c'est vraiment quelques jours après cette consultation. On n'attend pas un mois pour se rendre compte que ça fait déjà 25 jours que l'animal remange l'aliment d'avant qui convenait finalement mieux au propriétaire. À la fin, alors oui, en cours de transition alimentaire, tout dépend quels sont les conseils que vous avez donnés au cours de la transition alimentaire, mais de s'inquiéter effectivement de ce score fécal, toujours là encore pour s'assurer que le propriétaire ne lâche pas cette nouvelle prescription nutritionnelle pour des problématiques effectivement de celles qui seraient un petit peu modifiées, même si vous l'avez prévenu en amont. Dans un mois, on se revoit et on décide de refaire notre évaluation nutritionnelle. Pour le suivi du poids. Alors attention, quand vous êtes face à un propriétaire qui est très motivé, ils deviennent finalement complètement obsédés de cette pesée, où ils vont peser à la maison. Voilà. Le premier mois, il est possible que l'animal n'ait pas tout à fait perdu du poids, parce qu'on a mis en place des changements hygiéniques à la maison, on a changé l'alimentation. Si on a fait une transition sur une dizaine de jours, ou s'il leur restait préalablement des croquettes, le premier mois à 30 jours, on n'a pas forcément une perte de poids très significative. Donc ça, c'est important de le dire dès le départ au propriétaire pour qu'il ne soit pas déçu et qu'il se démotive à la peser à 30 jours. Donc on reprend notre évaluation nutritionnelle, la pesée certes, mais surtout notre note d'état corporel, parce que des fois, l'animal n'a pas forcément perdu du poids de manière chiffrée sur la balance et déjà la silhouette commence à être modifiée, d'où l'importance, là encore, de prendre des photos chaque fois que l'on se voit. Pour cette prise de conscience, le propriétaire, il vit avec son animal tous les jours, donc finalement, son regard change au fur et à mesure et il ne se rend pas toujours compte de la perte de poids et de la modification de la morphologie pour son animal. Vraiment, l'utilisation des photos, elle peut être très intéressante. Oui, et du coup, lors des programmes d'amincissement, le propriétaire, très souvent, va avoir des questions, j'imagine, au vétérinaire. Est-ce que je peux toujours donner des friandises? Qu'est-ce que je fais si ça ne marche pas? Du coup, comment les coacher et les aiguiller vers la bonne direction?
Alors là, on s'est arrêté à J30. Vous imaginez bien que ce n'est pas la fin du programme d'amaigrissement. Et donc, l'idée de se voir comme ça de manière régulière, à la fréquence d'un mois, ça me paraît être une bonne fréquence, va permettre aussi de répondre aux nouvelles problématiques qu'ils vont rencontrer face à cet animal finalement qui continue de quémander. Ça, c'est la première possibilité, des causes éventuellement d'échec. Et puis parce que finalement, à la première consultation initiale, il y a tellement de choses à dire et tellement de conseils qu'on ne pourra pas tout dire. Donc, je vous encourage à ne pas tout dire d'ailleurs pour agrémenter de nouveaux conseils ces différentes consultations de suivi que vous allez mettre en place avec le propriétaire. Quand on a parlé tout à l'heure ingéré énergétique dans notre balance, où on a divisé par 2 nos besoins énergétiques, ça ne touchait finalement que la phase un petit peu repas. Or, on sait que l'animal, il n'est pas en surpoids juste parce qu'il mangeait un aliment inadapté dans une quantité inadaptée et que souvent, il y a quand même pas mal d'à côté, pas mal de friandises. N'oubliez pas également l'utilisation des lamelles à mâcher, qui sont forcément caloriques et qui sont d'autant plus délétères sur un animal de petit gabarit, parce qu'on n'utilise pas des lamelles à mâcher microscopiques, puisque l'objectif, c'est quand même de mâcher la lamelle. Et puis, tout ce qui va être aussi l'observance des traitements. Mon chien est hypothyroïdien, mon chien est justement épileptique, on en a parlé au tout début, et j'arrive pas à lui faire avaler les comprimés, alors j'utilise une vache qui rit, du beurre et tout. Et donc ça compte dans la balance. Donc bien sensibiliser les propriétaires, quand on n'a pas une perte de poids efficace, il va falloir effectivement aller revoir ces friandises et les équivalents. Et donc ça, on a tout un tas d'outils pour sensibiliser le propriétaire qui ne se rend pas compte que quand il donne un petit morceau de gâteau, un petit beurre, l'équivalent nutritionnel et énergétique que ça fait sur un chihuahua, où c'est comme si nous on avait mangé 2 paquets de biscuits. Donc ça, c'est beaucoup plus impactant pour eux, pour leur faire prendre conscience effectivement de ces à côté, alors qui ne sont pas gênants tant que l'animal n'est pas en surpoids. Et donc là, il est dommage et il rend du coup le traitement nutritionnel inefficace par des apports extérieurs de calories en sus. Alors l'idée, c'est pas du tout de tout interdire, c'est de bien comprendre là encore, finalement, qu'est-ce qui les a amenés à donner des friandises à leurs chiens. Est-ce que c'est pour une question d'éducation? Est-ce que c'est un rituel? On a plein de propriétaires qui ont des rituels de café, de goûter, de petit déjeuner. Donc peu importe, là l'idée, c'est pas du tout de juger leur organisation à la maison. Et puis, avec l'expérience, moi maintenant, je leur pose la question en disant qu'est-ce qu'on va pouvoir enlever comme friandises et quelles sont les friandises indispensables. Et bien, très étonnamment, j'ai plein de propriétaires qui me disent non, finalement, c'est ridicule ces friandises. On les a mis en place, mais qu'à notre initiative. Finalement, le chien, il n'a jamais rien demandé. Et on est capable de tout enlever. Alors, moi, je suis pas toujours d'accord, parce que je me dis quand même qu'effectivement, le pauvre chien en régime, on ne peut pas tout lui changer d'un coup. Et on essaie de se mettre d'accord sur des friandises tolérables, avec une quantité d'énergie acceptable. Donc, des fruits, des légumes. Voilà, l'animal obèse, je le répète encore une fois, il est gourmand, donc finalement, lui, il n'est pas trop exigeant. On lui donne un gâteau, il prend un gâteau, on lui donne du fromage, prend du fromage, mais on lui donne une tomate cerise ou un morceau de pomme, il le prend aussi. Et donc finalement, ça permet de continuer cette ritualisation, de donner quelque chose à son animal de compagnie, sans que ce soit délétère pour la prise en charge et la suite du régime. Donc on va pouvoir troquer tout ce qui va être objet de mastication, la malle à mâcher, par éventuellement d'autres produits qui ne seraient pas qui n'auraient pas de source nutritionnelle, type du bois de serre, des kongs, je vois avec un morceau de bâton, etc. Et ça peut être aussi l'occasion de mettre en mouvement l'animal et donc d'utiliser un peu cette friandise aussi comme jeu pour l'animal de compagnie. Et puis on a aussi beaucoup de propriétaires aujourd'hui qui sont en demande dans l'implication aussi vis-à-vis de leur animal de compagnie. Pourquoi pas de fabriquer des friandises faites maison dont on gérerait un petit peu mieux l'aspect nutritionnel. Voilà, si c'est une demande effectivement des propriétaires. Ce que je propose donc autour des friandises, c'est de s'être mis d'accord sur un nombre, des friandises autorisées. On va bien sûr sensibiliser là encore le propriétaire sur les aliments bien sûr toxiques ou non recommandés. C'est sûr que la charcuterie, le fromage, une prise en charge du surpoids, c'est pas adapté. De finalement préparer tous les matins ce petit bol de friandises pour éviter effectivement que chacun des membres de la famille aille rechercher un gâteau dans le paquet de gâteaux. Et voilà, donc ça c'est le bol autorisé. Il reste à table s'ils ont l'habitude de donner des restes de table. On pioche dedans quand on va se balader, effectivement, et puis quand il n'y en a plus, eh bien, il n'y en a plus. Et ça, on l'a compté dans notre prise en charge nutritionnelle.
Donc à chacune effectivement de ces consultations de suivi qui peuvent être réalisées éventuellement par l'assistante vétérinaire bien formée sur la problématique et le suivi de cette perte de poids, on réalisera à chaque fois notre évaluation nutritionnelle. Dans le cas d'un échec ou d'une non-perte de poids, il sera important toutefois d'aller vérifier la fonction thyroïdienne chez le chien, puisque l'hypothyroïdie peut être une cause de développement du surpoids et de l'obésité. Donc si vous voyez qu'effectivement l'animal ne perd pas de poids avec une prise en charge nutritionnelle et une augmentation de la dépense énergétique, d'aller quand même vérifier qu'on n'ait pas une endocrinopathie sous-jacente qui expliquerait une résistance à ce régime. On l'a vu, l'idée c'est effectivement de bouger plus, donc de suivre au fur et à mesure de ce programme d'amaigrissement la dépense énergétique de votre animal avec son traceur d'activité, de voir un petit peu ce qu'il fait en plus. Et là encore, ça sera l'occasion d'aller coacher le propriétaire, puisque quand on a démarré un programme d'amaigrissement au début de l'automne, qu'on arrive rapidement à l'hiver avec des jours qui diminuent et une météo qui n'est pas toujours très propice, là effectivement il faut être derrière le propriétaire en l'encourageant, trouver effectivement ces créneaux d'espace-temps et météo pour continuer effectivement à bouger plus avec son animal de compagnie. Et puis, à un moment, on va faire un petit peu les totaux. Alors, il est possible que l'animal perde beaucoup plus de poids que ce qu'on avait estimé de manière mathématique sur le poids idéal. Alors, ça, c'est pas grave du tout. Ils ne disparaissent jamais. Mais c'est toujours une angoisse. Je l'ai eu plusieurs fois avec des propriétaires me disant mais vous m'aviez dit qu'il allait faire 21 kg, il en fait 19, c'est la cata. Alors c'est juste que finalement cette extrapolation du poids idéal était faux, ce qui n'est pas très très grave. Et effectivement l'animal s'est stabilisé bien en dessous du calcul que l'on avait fait. Il est possible qu'il n'ait pas maigri assez. Donc ça arrive aussi. Et dans ce cas-là, on poursuit notre programme d'amaigrissement qui dure des fois plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années en fonction de l'importance de l'obésité qui était mise en place. Et puis, s'il n'a pas assez maigri, eh bien là, effectivement, on va se poser des questions sur pourquoi il ne maigrit pas et quelles sont les causes d'échec. Et à ce moment-là, on pourra reprendre notre enquête alimentaire, se dire, voilà, relistez-moi tous les jours ce qu'il mange exactement, qui donne, etc., pour essayer d'aller trouver une cause d'échec. Alors ça m'est déjà arrivé, bien que j'ai posé la question, de se rendre compte que 6 mois plus tard, le chien mangeait encore et toujours un demi-croissant tous les matins. Donc il y a une information qui n'était pas passée dans un sens, et effectivement, la résistance à l'amaigrissement pouvait être liée à ça. Dans les causes d'échec, on va avoir effectivement l'implication de tout l'entourage familial, voisinage, pension dans lequel l'animal va pouvoir aller. On arrive en période estivale, et si l'animal part 3 semaines en pension en famille ou à une pension canine, là aussi des fois ça met un petit stop dans la perte de poids. C'est pas très grave non plus. On sait qu'on part quand même sur plusieurs semaines, plusieurs mois. Donc on s'adapte aussi à ces mouvements de la vie qui font que parfois le régime est mis un petit peu entre parenthèses et on reprendra quand les conditions sont les meilleures pour pouvoir reprendre ce régime-là. Donc ça c'est important aussi de rassurer le propriétaire sur le fait que c'est pas très grave, si sur notre courbe de perte de poids on a un plateau, voilà, on a tous les outils, on sait comment ça fonctionne. Donc, on reprendra quand les conditions sont réunies pour reprendre cette phase de régime. En général, comme ils n'ont pas pris du poids en 5 minutes, il faut se laisser aussi un petit peu le temps, désacraliser tout ça sur le fait qu'on prendra le temps qu'il faut pour que l'animal retourne à son poids idéal. La problématique, c'est toujours les multipossesseurs. Ce n'est pas toujours simple, et je l'entends bien, de pouvoir distribuer un aliment de régime à un seul animal. Ça reste toujours plus facile chez le chien que chez le chat, puisqu'on va pouvoir enfermer le chien dans une pièce qui n'est pas visu sur ce que mangent les autres chiens, et que ce soit facile du coup de gérer l'ingéré alimentaire au moment des repas chez l'unique chien qui va être en phase de régime.
Et puis, eh bien, vous verrez, je vous le souhaite, hein, c'est vraiment finalement ces programmes de suivi des pathologies chroniques et ici de l'obésité nous permet de voir régulièrement nos propriétaires. Et donc, il se crée vraiment un lien de confiance. Et à un moment, ils sont presque même toujours en demande de continuer de se voir parce que c'est important. Pour eux, finalement, le coaching et cet accompagnement que l'on fait, alors, il m'arrive assez régulièrement sur des fins de suivi. Une fois que tout a été mis en place et que tout est bien suivi par le propriétaire, on est un petit peu à sec d'un point de vue conseil, puisqu'ils font tout et tout bien, l'animal continue de perdre du poids et ils nous sollicitent encore pour du suivi, parce que je pense que c'est important pour le propriétaire qu'on lui dise que c'est bien ce qu'il fait, parce que très clairement, nous on donne les conseils, mais le quotidien c'est quand même eux qui le vivent et qui l'assument, dans un sens comme dans un autre. On n'est pas responsable de tous des échecs et des succès, et il faut pouvoir effectivement leur dire qu'ils font bien. Et donc c'est toujours assez chouette de recevoir des messages à la fois nous d'en envoyer, et puis d'accepter aussi ce propriétaire qui est content d'être arrivé au bout de ce régime d'amaigrissement. Oui, en effet. C'est très important dans le métier de vétérinaire, ce genre de reconnaissance. Oui, donc, très. En effet. Du coup, j'arrive à ma dernière question pour ce webinaire, qui est, on le sait, dans la santé, que ce soit humaine ou animale, la prévention, ça joue un rôle très important. Du coup, quelles seraient tes recommandations en termes de prévention pour le surpoids chez le chien? Alors, on boucle la boucle de notre début de webinaire sur nos 4 facteurs prédisposants. Premier facteur, l'hérédité. Et ce facteur racial, on ne va pas pouvoir y faire grand-chose. Ils viennent d'adopter un petit Calais King Charles. Nous, on connaît un peu la suite de l'histoire. Et justement, de les sensibiliser dès le départ en disant « Ouh là là, je sais que c'est un petit chien gourmand. Alors attention dès le départ à ne pas donner trop de friandises. Attention à être bien vigilant sur la quantité d'alimentation que l'on va donner. Attention, peut-être que lui, il mangera jamais un aliment je dirais plus classique, ou comme votre chien d'avant, ou comme vos autres chiens. Et donc, vraiment de parler, et c'est tellement facile de parler du surpoids quand on n'est pas face à cette problématique-là. Donc, je vous invite vraiment, très jeune, à sensibiliser et à en parler. Voilà, sur le côté qui peut être des fois un petit peu plus humoristique et un peu plus facile. Les sensibiliser aussi, c'était notre deuxième point, notre deuxième facteur, sur ces aliments qui pourraient être certes hyper appétants, mais donc des fois trop caloriques. Cette manière de distribuer l'aliment en restant quand même très précis sur les quantités pour suivre la prescription nutritionnelle. Pas se laisser trop embarquer sur tout ce qu'on a aujourd'hui dans les différentes filières de distribution, sur les friandises, tout ce qu'on peut donner, tous ces à côté qui vont perturber l'équilibre de la ration et qui vont au fur et à mesure du temps augmenter ces apports caloriques et qui vont faire le lit du surpoids. Concernant effectivement peut-être les causes médicales et celles sur lesquelles on va pouvoir agir de manière préférentielle, c'est notre stérilisation. Aujourd'hui, on stérilise beaucoup les chiennes, les chiens. Parfois, alors, les nouvelles recommandations restent de stériliser un petit peu plus tard que ce qu'on avait l'habitude de faire, ce qui permet effectivement de passer cette étape de la croissance très importante et de ne pas avoir ces deux facteurs, croissance et stérilisation, à gérer en même temps d'un point de vue nutritionnel. C'était un petit peu délicat. Mais ce qui est sûr, c'est qu'au moment de cette stérilisation, il va être important de changer l'alimentation dès le moment de la stérilisation. Alors si on peut le faire même de manière un peu plus anticipée par rapport à la chirurgie, ça peut être très intéressant puisqu'on sait que la prise de poids, elle est très rapide dès l'acte chirurgical. Cette prise de poids, elle est consécutive à la fois sur la modification du métabolisme, mais aussi sur l'augmentation de la prise alimentaire. Donc bien sensibiliser le propriétaire à ce moment-là et pas attendre. Alors attendre, on voit toujours que quand on attend, ils prennent du poids. C'est 100% des animaux stérilisés, ils prennent du poids. Un peu, beaucoup, passionnément à la folie. Et l'idée, c'est aussi de pouvoir agir le plus rapidement possible pour que ce soit le plus efficace possible et qu'on ne soit pas obligé d'aller faire 20 km de vélo avec son chien tous les matins. Si on peut l'anticiper, ça peut être pas mal. L'anticiper aussi sur ce chien, ce jeune chien qui est dysplasique, dont on sait qu'il va développer de l'arthrose de par cette dysplasie tout au long de sa vie, de pouvoir anticiper, là encore, l'adaptation nutritionnelle pour qu'il n'y ait pas de surpoids qui se développe de manière concomitante à l'aggravation, la mise en place de l'arthrose suite à cette dysplasie qu'on pourrait voir. Ce qui est sûr, c'est que plus l'obésité, le surpoids et l'obésité se développent jeunes, moins c'est réversible. Donc c'est mignon
peut-être d'avoir effectivement un labrador un petit peu gras, voilà, parce qu'il ressemble un petit peu à une peluche, etc. Bien sensibiliser les propriétaires sur l'importance de cette maladie. Plus elle se développe jeune, moins elle sera réversible dans le temps, avec toutes les conséquences effectivement délétères que l'on a vues. Et puis, bien sûr, les sensibiliser sur ce dernier facteur qui est l'environnement. On sait qu'un animal qui va être sédentaire sera plus prédisposé au surpoids qu'un animal qui va vivre à l'extérieur. Mais ne nous trompons pas non plus, un chien qui a accès à un jardin ne court pas tout seul dans son jardin tout au long de la journée pendant que les propriétaires sont au travail. Donc il peut être aussi relativement inactif, d'où l'intérêt des traceurs d'activité pour se rendre compte de ce que fait son chien tout au long de la journée. Globalement, un chien qui vit dans un jardin, il dort et il attend que le propriétaire rentre le soir pour le stimuler à cette phase de jeu. Donc, alors quand l'animal vit en appartement, le propriétaire sait que son animal est sédentaire. A contrario, quand il a accès à un jardin, le propriétaire se dit c'est bon, il a un jardin, et c'est rarement le cas. Donc c'est peut-être des fois plus ces propriétaires-là à les convaincre de l'importance de l'activité physique de leur chien, dont ils pensent qu'il en a une, alors qu'effectivement peut-être pas du tout. Alors s'il a la chance d'avoir un malinois qui monte la garde, oui, le chien tout au long de la journée va japper à la clôture et va faire du sport. Mais le cas avec King Charles, on a de grandes chances qu'il reste couché dans son panier et qu'il ne fasse pas grand-chose de la journée. Il sera donc important d'aller sensibiliser le propriétaire de ce chien qui va effectivement cumuler éventuellement des causes raciales, des causes environnementales et viendra par la suite effectivement ces problématiques de suralimentation et pourquoi pas de causes médicales. Très bien. Du coup, nous arrivons à la fin de ce webinaire sur le surpoids et l'obésité. Donc, merci infiniment Maud d'avoir accepté de réaliser ce webinaire avec nous. Merci Quentin. Avec plaisir. Donc, sujet très important, c'était très formateur. J'ai appris beaucoup de choses. Merci pour tes conseils, merci pour tes anecdotes. Je parlerai du saute-mouton à mes amis, je pense. Pas certains qui ont mes chiens, je veux bien voir ça. Et du coup, pour vous, si vous avez apprécié ce webinaire, n'hésitez pas à aller voir les autres contenus sur notre site Vets & Clinics, mais aussi sur YouTube ou sur nos autres plateformes en ligne, comme LinkedIn. Vous pouvez également vous abonner pour ne pas louper les prochains contenus qui sortiront. Et je vous dis à la prochaine fois. Merci. À très bientôt. Au revoir, Maud. Au revoir, Quentin. Chez Advance, nous souhaitons protéger la santé de vos chiens et chats. C'est pourquoi nous avons créé la gamme Weight Balance, le régime alimentaire qui aide à réduire et à maintenir le poids de vos chiens et chats. Le surpoids touche un grand nombre de chiens et chats. Des études scientifiques ont montré que le microbiote intestinal jouait un rôle fondamental dans le contrôle du poids. Le microbiote est l'ensemble des micro-organismes vivants dans l'appareil digestif, et sa composition diffère selon que l'animal est obèse ou svelte. Advanced Weight Balance a mené des études démontrant une modification du microbiote intestinal chez les chiens et chats obèses, en augmentant sa richesse et sa diversité, et en permettant à la composition du microbiote de se rapprocher de celle des animaux en bonne condition physique. Ainsi, votre animal est en mesure de perdre du poids et de le maintenir au fil du temps. La formule unique d'Advanced Weight Balance contribue à modifier le microbiote de l'animal, grâce à une teneur élevée en fibres végétales, avec des propriétés prébiotiques et un effet rassasiant. Une teneur élevée en protéines pour une perte de poids saine et le maintien de la masse musculaire. Une faible teneur en matière grasse et de la L-carnitine pour favoriser la perte de poids. La formule Advanced Weight Balance a été développée par des experts vétérinaires et son efficacité a été prouvée. 94% des chiens ont perdu du poids en 2 mois et la graisse corporelle a diminué de 44% après 3 mois. 83% des chats ont perdu du poids en 3 mois et la graisse corporelle a diminué de 23% sur la même période. Les bienfaits du régime alimentaire Weight Balance sont évidents. Modification du microbiote, perte de poids et de graisse corporelle, maintien du poids idéal, en plus d'être un aliment très savoureux. En outre, nous avons amélioré nos recettes Advanced Weight Balance en y ajoutant Active Defense, avec des prébiotiques, des fibres et des immunoglobulines actives, afin d'aider les défenses des chiens et des chats grâce à un microbiote sain. Découvrez la formule Advanced Weight Balance pour chiens et chats en surpoids d'Advanced Veterinary Diets.